Bonjour, bienvenue dans l'épisode numéro 1 du podcast Namkin qui s'intitule Génération Industrie 4.0. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Olivier Sergent, qui est le président de TMG. Présentez-vous en 30 secondes, Olivier, et votre société. TMG, c'est une société qui regroupe Mécaterm en France et ABI au Canada. Nous sommes des fabricants d'équipements pour la boulangerie industrielle, des machines, nous sommes équipementiers. Et nous vendons ces machines dans le monde entier, dans 85 pays. On a plus de 800 installations réparties sur les 5 continents. Ok, donc une très très belle ETI à l'international et qui exporte majoritairement. Une ETI comme on aimerait en avoir plus, qui ressemble à beaucoup de sociétés qu'on trouve en Allemagne ou dans l'Italie du Nord, et qui connaît une belle croissance et qui est essentiellement exportatrice, puisqu'on fait plus de 90% de notre chiffre d'affaires à l'export. Parfait. Donc aujourd'hui, on va parler de l'industrie 4.0, c'est l'objet de ce programme. Vous êtes, j'annonce aussi la couleur, vous êtes le parrain de ce programme, donc on en est très fiers. Merci beaucoup de le parrainer. Et donc on aura 6 numéros dans l'année qui vont traiter des briques technologiques qui sont liées à l'industrie 4.0. Vous, en tant qu'industriel, vous vivez cette révolution industrielle 4.0. C'est quoi votre vision de cette industrie 4.0 ? Alors, l'industrie 4.0, elle a beaucoup de définitions universitaires, académiques. Je pourrais l'illustrer de la façon suivante. C'est peut-être pas très exact, mais enfin, c'est pas très éloigné de la réalité. L'industrie a commencé avec, dans les usines, une génération d'énergie, des grands arbres de transmission qui amenaient des machines en rotation avec des courroies. Donc la machine marchait quand la machine à vapeur fonctionnait. Et bien évidemment, il y avait assez peu de flexibilité. Okay. 18e siècle. 18e siècle, ça a changé avec l'arrivée du pétrole et de l'électricité, où les machines sont devenues autonomes. Donc on pouvait démarrer, arrêter une machine, faire son programme et travailler sur des programmes un petit peu plus flexibles, avec des dispositions d'usine qui ont changé à cette occasion-là. Le 3.0, ça a été des machines qui sont devenues non seulement autonomes, mais intelligentes. Donc avec la commande numérique, qui date depuis plus de 40 ans désormais, et puis au-delà de la commande numérique, on a commencé à parler depuis quelques années d'objets connectés pour rendre la machine de plus en plus intelligente, à la fois dans son fonctionnement, dans sa consommation, dans ses modes de fonctionnement, et même dans sa maintenance et sa maintenance prédictive. Et puis le 4.0, c'est une étape supplémentaire, qui est à la fois arrivé avec l'émergence des technologies de l'information, mais surtout avec la pression du marché, où on ne voulait plus des produits standardisés qui s'accommodaient bien d'usines de flux en ligne et de flux réguliers, mais avec une demande de customisation croissante. On voit bien, moi, quand j'étais gamin dans la rue, il y avait 5 modèles de voitures qui se différenciaient essentiellement par leur couleur. Enfin, le jeu, c'était, quand on était en voiture, de compter les 4L, les 2 chevaux, les 404 et les vedettes. Et avec ça, on avait fait le tour du parc. Ça remonte à quelques années, malheureusement. Aujourd'hui, il n'y a pas 2 voitures qui se ressemblent dans la rue. Et pourtant, elles sont fabriquées de façon extrêmement industrielle et presque plus industrielle qu'à l'époque. Donc pour moi, le 4.0, c'est l'organisation d'usines flexibles pour répondre à une demande de diversité sans perdre la performance industrielle. Très bien, très précis, donc avec le rappel historique, et puis donc aujourd'hui, ce besoin de personnalisation qui émane du marché et qui oblige l'industriel, historiquement centré un petit peu sur son usine, à revoir son modèle. Ça change tout, puisque finalement, l'époque, on connaît tous, l'image est connue de la Ford T, on avait le choix entre une Ford T noire et une Ford T noire. Oui. Aujourd'hui, la pression du client, qui est fatalement, par essence, ce qui pilote l'activité industrielle, fait que ce modèle n'est plus valable, mais qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir pratiquement en 2 jours des baskets personnalisées. Je ne sais pas si c'est un progrès, mais enfin, en tous les cas, c'est la réalité. C'est une demande et ça ne s'arrêtera jamais. Alors, on imagine bien ce que ça représente en termes de complexité d'organisation, aussi bien sur la supply chain que sur l'organisation des flux de travail, mais également sur l'organisation du travail dans l'usine, puisque ce ne sont pas les mêmes problématiques auxquelles les opérateurs ont à faire face. Il y a une complexité croissante de façon exponentielle avec le nombre d'opérations qu'on veut faire dans une usine, qui devient pratiquement ingérable avec simplement l'intelligence humaine.
Donc comment on fait quand on est une société comme Mecaterm, un leader mondial qui exporte des produits, qui fabrique des gros équipements industriels, comment on fait pour changer ce modèle, changer cette organisation de l'entreprise, de la façon de produire, et comment vous y prenez en interne? Alors, je pense que le 4.0, j'en ai donné pas une définition, j'aurais pas cette prétention, mais une perception. Oui. On en est au tout début. Et il va falloir un petit peu, à mon avis, classifier les problèmes. D'abord, on peut revenir au 3.0, parce que la machine intelligente, on peut y mettre beaucoup de choses. La machine qui se programme elle-même, la machine qui se répare elle-même, la machine qui se règle elle-même. Bon, c'est une jolie idée. Dans les faits, dans la réalité, suivant les types d'industries, suivant les régions, on est très très loin du compte. Donc avant de passer définitivement au 4.0, il faut regarder tout ce qu'on a encore à faire sur le 3.0. Pour l'optimiser, pour aller jusqu'au bout de ce 3.0 ? Une machine a vocation à faire un produit donné, avec une spécification donnée, une régularité donnée et des coûts de production adaptés. Sur la qualité produit, il y a beaucoup de travail à faire pour s'assurer que le produit, l'opération qu'on attend de la machine soit conforme à ce qu'on en attend. Conforme, ça veut dire proche de l'objectif et avec des écarts de qualité les plus réduits possibles. Okay. On imagine bien que la technologie de l'information est capable de mesurer un certain nombre de paramètres et de donner des informations sur des possibles dérives du procédé. Ça, c'est de l'objet connecté, c'est de la vision, c'est de la mesure tridimensionnelle, c'est du scanner, c'est de la pesée. Il y a énormément de choses à faire encore pour améliorer la stabilité des processus. Okay. À côté de ça, la machine, il faut rappeler quand même que l'état stable d'une machine, c'est la panne, et que donc tout ce qu'on peut faire pour éviter qu'on reste dans cet état stable, il y a beaucoup de travail à faire pour anticiper les défauts, anticiper les dérives. Et la grande difficulté que les opérateurs peuvent avoir, c'est qu'il y a beaucoup de dérives potentielles qui ne se voient pas. Une machine qui fait de plus en plus de bruit, on s'y habitue. On n'est pas câblé avec nos cerveaux pour appréhender les dérives. Donc là, et là on est vraiment dans le 3.0, dans l'intelligence individuelle des machines, il y a beaucoup de travail à faire aussi pour analyser leur comportement et anticiper des dérives de manière à intervenir avant la panne. Et particulièrement, vous me posiez la question sur Mecaterm et ABI, on développe des services connectés qui sont basés donc sur des capteurs, sur des algorithmes, sur de la donnée, sur l'interprétation, de manière à prévenir l'opérateur de dérives qu'on a pu anticiper. Et là, il ne s'agit pas de traitement automatique. Il s'agit simplement de donner la bonne information au bon moment à la bonne personne pour qu'il puisse devenir plus intelligent, avoir plus d'informations à disposition pour prendre les bonnes décisions. Ce que j'entends dans cette optimisation, cette capacité à anticiper, c'est déjà c'est un prérequis pour passer ensuite au 4.0, c'est-à-dire être très bon sur ce qui est déjà possible dans le 3.0, ce que vous venez de décrire, pour ensuite seulement passer à cette possibilité de 4.0 ? Je ne dirais pas ça. Ce sont deux sujets différents. Le 3.0, c'est mon interprétation. À nouveau, on pourrait en discuter à l'infini, mais en tous les cas, ça a le mérite d'être simple. Le 3.0 s'intéresse à la machine. Le 4.0 s'intéresse à une usine, à un système complexe. Ce sont deux problématiques qui sont différentes. C'est pas du même ordre. On peut très bien commencer à faire de la planification sur des systèmes complexes avec des machines qui vivent leur vie et qui n'ont pas tout ce qu'elles pourraient avoir pour être vraiment optimisées au niveau opérationnel. Je ne dirais pas qu'il faut finir l'un pour passer à l'autre, mais il est évident qu'une planification intelligente, si vous avez des phénomènes exogènes qui arrivent partout sur la chaîne, ne sera jamais efficace. Donc il faut évidemment avancer sur les deux en même temps. Très clair. Comment on fait dans cette interconnectivité des systèmes pour penser ce nouveau modèle ? On est quand même dans de l'innovation, dans des choses qu'on va découvrir. Vous le disiez tout à l'heure, on est qu'aux prémices et ça va durer peut-être plusieurs décennies, comme toutes les autres révolutions industrielles que vous avez rappelées. Donc, comment on fait pour imaginer ce monde de l'usine connectée où les systèmes vont être interconnectés entre eux ? Alors, je pense que la façon dont vous posez la question est très intéressante. Les outils
dont on dispose aujourd'hui en termes de captation de données, de stockage de données, d'algorithmes d'analyse, sont extrêmement puissants. Ils ont évolué de façon considérable dans les dernières années, et on arrive à avoir des volumes de données, des volumes d'analyse absolument colossaux, qui pourraient presque mener à ce que j'appelle l'infobésité. C'est-à-dire, on est, comme on est à titre individuel, envahi d'informations qui nous arrivent des réseaux, qui nous arrivent de par tous les médias auxquels on est connecté. Et finalement, on est envahi d'informations, et c'est d'ailleurs une des sources de stress reconnue par une personne qui a une chaire à l'Institut Pasteur, reconnue comme un élément de dépression important, c'est trop d'informations. Alors ça, c'est au niveau anthropologique, au niveau personnel. Ça compte. Mais on peut retrouver la même chose au niveau des systèmes complexes. Trop d'informations à l'arrivée, consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, génère du stress et n'arrive pas à des résultats satisfaisants. Donc, la question de comment on fait devrait venir, si vous permettez, après de pourquoi on le fait. Je pense que si on prend un problème par l'outil, si on prend un problème par les moyens, c'est ce que j'ai pu constater pendant des années avant d'arriver à faire ce qu'on a fait chez Mecaterm et le développement de Mamata. Je pense qu'il faut prendre le problème de façon très simple, interroger les opérateurs, interroger les gens qui travaillent dans l'atelier, qui travaillent dans les usines, pour leur dire, mais quel est le problème que vous voudriez résoudre? Et on ne va non pas lui dire, je vais te le résoudre le problème, on va dire quelles sont les informations dont tu as besoin pour le résoudre intelligemment. On parle aujourd'hui de la voiture connectée, ça arrivera peut-être un jour. Pour l'instant, l'idée, à mon avis, c'est de donner les moyens aux opérateurs, aux conducteurs de ligne, aux managers, de prendre des décisions plus éclairées, avec la bonne information, mais une information à l'os, une information dépouillée, une information claire. Et je crois que si on met autant de temps à déployer les techniques de l'information dans les usines, c'est parce qu'on est parti par l'outil, on est parti par les moyens, avant de savoir à quelles questions on voulait répondre. Donc, l'erreur peut-être qui a été faite, ou qui continue à être faite, c'est d'avoir une approche technocentrée, c'est-à-dire d'abord l'outil, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut en faire? Absolument. Et vous abordez le sujet de manière inversée. Mais par la force des choses, puisque comme constructeur d'équipement, nous sommes évidemment confrontés à cette difficulté. On a erré pendant 2 ou 3 ans à mettre en œuvre des outils très performants, mais finalement qui sont arrivés à être des impasses parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Et on a fini par faire table rase de tout ça. On a fait le tour du marché pour voir quelles étaient les solutions qui se présentaient à nous. On nous a toujours parlé outils, intelligence artificielle, algorithmes, objets connectés, cloud, plein de mots que je finis par comprendre, IoT. Mais personne ne prenait le problème de façon très simple, en allant, et puis c'est ma culture, c'est mon histoire, c'est notre histoire, en allant sur le terrain, écouter les gens qui travaillent dans les usines la nuit, le week-end, au moment où ils ne sont pas connectés au monde extérieur. Et en prenant le problème de ce bout-là, en allant leur demander, mais finalement, qu'est-ce que tu voudrais savoir, qu'est-ce que vous voudriez savoir sur telle ou telle machine, alors on a déroulé la pelote et on est avec des solutions très opérationnelles et qui sont extrêmement efficaces. Je pense qu'on a de ce point de vue-là une approche assez innovante, en tous les cas de la connaissance que j'ai du marché et de la réponse que les clients font à la proposition que nous leur faisons. C'est moins clinquant, c'est moins brillant, c'est pas la techno partout, effectivement, vous citez tous les mots là qui ont un peu le vent en poupe. Est-ce que finalement, votre approche de l'industrie 4.0, conceptuellement, c'est de partir de l'usage et du bénéfice d'usage que va obtenir un client ou un utilisateur de vos équipements pour ensuite y mettre les bons outils et le bon dimensionnement d'outils? Absolument, et il faut savoir même renoncer à des solutions digitales. Si vous prenez l'exemple de l'analyse de performance d'une ligne de production, vous allez pouvoir connecter des objets dans tous les sens qui vont vous remonter des informations vraiment très intéressantes. Posez-vous la question, avant d'investir des 100 et des 1000 dans des outils digitaux, de ce que coûte un stagiaire avec un chronomètre pour regarder ce qui se passe pendant la semaine dans l'usine. L'un n'empêche pas l'autre. Je dirais l'un doit aller avec l'autre. Mais si vous ne faites que connecter la donnée et que vous oubliez l'intelligence humaine, vous n'arriverez à rien. Et l'idée, c'est de conjuguer l'art de la techno et la connaissance du métier, de ce qui se passe sur les chaînes de production. Donc ce côté, oui, pas clinquant,
pas .com, pas tape à l'œil, mais très terrain, d'avancer avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de certitude sur ce qu'on sait, je pense que c'est la bonne solution. Si j'entends, vous ne faites pas une révolution, une vraie rupture, vous faites des incréments d'évolution qui peuvent greffer de la technologie plutôt que vraiment des éléments de rupture. Absolument. Et c'est absolument délibéré. On ne cherche absolument pas à automatiser quoi que ce soit dans les décisions et dans la conduite. On y arrivera peut-être. Peut-être, sur telle ou telle partie des processus, mais l'idée c'est de donner les moyens aux gens d'avoir plus d'informations pour prendre les meilleures décisions. Donc pas à pas, étape par étape, créer ces moments de ces possibilités de flexibilité dans ce que vous disiez. Tout ça offre une valeur nouvelle côté client, voire une nouvelle relation. Comment vous le transférez avec votre client, cette partie-là? C'est très important. Vous dites pas à pas et progressivement. Pourquoi? Parce que de toute façon, on est en train de parler d'outils. Les outils, c'est un des éléments nécessaires au déroulé d'un processus. Si vous ne mettez pas la bonne organisation, si vous ne mettez pas les bonnes procédures, si vous ne mettez pas le bon management autour de cet outil ne servira jamais à rien. Donc le fait d'introduire de l'information complémentaire, d'introduire du digital, doit impérativement s'accompagner de transformations managériales chez les gens qui vont l'utiliser. Et on sait tous que la transformation managériale, ça n'est jamais sous forme de rupture, sinon ça fait des catastrophes. Donc oui, parce que le sujet est complexe, oui, parce que son implantation dans les usines est un sujet humain, donc complexe, il faut faire du pas à pas. Donc c'est valable aussi en interne pour répondre à ce besoin client. Bien sûr. Donc la valeur ajoutée côté client, vous pouvez en parler un petit peu de cette possibilité aussi, parce que c'est une opportunité quelque part aussi, l'industrie 4.0, dans l'acception, dans la façon dont vous l'abordez. Je dirais cette évolution accompagne la préoccupation majeure de tous les industriels, que ce soit du B2B ou du B2C, de mettre le client au cœur de ses préoccupations. On fait rentrer le client dans l'usine, puisque finalement, des constructeurs automobiles, des marques de luxe, invitent les clients à voir leur voiture sur les chaînes de production. Et nous, le changement d'organisation, ou l'évolution, ce n'est pas un changement, l'évolution, c'est de faire rentrer de plus en plus le client au sein de notre entreprise. Je prends un exemple très simple. Un opérateur utilise l'outil digital de surveillance d'une machine, de chez nous, sous forme de service. On a dit à notre client, je vais vérifier ta machine tous les jours. La machine montre un signe de défaillance probable. L'opérateur va appeler le technicien en charge pour lui dire, écoutez, vous devriez regarder ceci ou cela parce que nous détectons un problème. Le fait de créer ce lien entre un technicien ou un ingénieur de Mécatherm et un technicien, un opérateur ou un ingénieur du client crée une relation totalement différente d'une relation standard de fournisseur à client. Et ça, c'est une évolution très forte qui impacte lourdement l'intérieur de notre entreprise, mais qui demande aussi une évolution chez notre client. Donc, de par cette demande client, finalement, la flexibilité, elle est déjà sur les machines, ça vous l'avez très bien décrit, mais également sur l'organisation. L'organisation doit s'adapter à ce nouveau mode d'intégrer le client au cœur de son entreprise et en même temps à ces nouvelles perspectives d'évolution, soit technologique, soit d'usage. On le voit bien, vous prenez l'industrie automobile, qui est quand même l'industrie qui tire le monde industriel à toutes ces technologies, et qui est regardez ce qu'était une chaîne de production, je reprends la Ford, mais même pas besoin de remonter à Ford, une chaîne de production comme elles étaient à Billancourt dans les années 60, et regardez aujourd'hui ce qui se passe, qu'on trouve sur tous les réseaux sociaux, des images de chaînes de production, ça n'a rien à voir. Les opérateurs ont changé de métier, les chefs d'équipe ont changé de métier, il y a une évolution en profondeur de leur métier, mais c'est l'automobile. Et l'automobile est à des années-lumière de 80% du reste de l'industrie qui doit évoluer dans ce sens. Alors, comment on fait quand on est une société qui n'est pas dans l'automobile et qui a peut-être effectivement des évolutions à produire pour repenser son organisation, de quoi ça part? Alors vous parliez tout à l'heure, on part d'abord du pourquoi plutôt que de penser au comment. Est-ce que c'est la même chose pour l'évolution de votre organisation? Absolument, absolument. On est toujours
une organisation, et Mecaterm et ABI comme les autres, sont toujours en évolution. Mais quand on fait une évolution, il faut savoir au service de quoi. Quel est notre moteur, quel est notre... Bon, nous, on a une vision assez simple de notre métier, de notre mission, c'est qu'on est là pour simplifier la vie de nos clients. Nos clients ont des vies complexes, parce que leurs clients sont complexes, leurs demandes sont complexes. Nous, on est là pour les aider dans la simplification, dans l'exécution de leur travail quotidien. Ça veut dire que nous sommes non pas centrés sur notre propre production, c'est pas tu me signes une affaire et voilà ce que je te délivre. Pendant toute cette phase, vous avez compris qu'on travaillait par projet, on a des points de contact avec nos clients qui peuvent être supportés par le digital, qui doivent être supportés par le digital, parce que ces points de contact sont de plus en plus nombreux, mais c'est l'organisation de l'entreprise qui fait que le client est dirigé vers tel ou tel service, telle ou telle personne, via tel ou tel outil informatique, de manière à le faire véritablement rentrer dans notre organisation. Et c'est vrai pendant la phase de projet, c'est également vrai pendant la phase d'exploitation, avec l'exemple que je viens de vous donner. Très clair. Et est-ce que, du coup, cet aplatissement un petit peu de l'organisation, ce parcours que va vivre le client en parallèle de vos équipes, est-ce que cette fluidité se fait facilement, ou est-ce que les entreprises restent, selon vous, peut-être un peu silotées ou très pyramidales, ou on voit que ça aplatit quand même les organisations, tout ça? Alors, je ne sais pas si... Je pense qu'il faut distinguer la structure de l'organisation, la structure d'un organigramme, et vous ne ferez jamais qu'entre l'opérateur sur le terrain et le patron, il n'y ait pas des étapes d'encadrement, on espère les moins nombreuses possibles, mais il y a des strates hiérarchiques dans l'entreprise qui ont du mal à disparaître. Mais ça, c'est la vision figée de l'organisation. Rien ne vous empêche de donner du pouvoir à quelqu'un qui est dans la hiérarchie, dans une position pas la plus élevée, de donner le pouvoir de travailler en direct avec le client final. Donc je dirais plus que l'organisation telle qu'elle est, c'est la mission managériale qui est donnée à chaque opérateur qui va évoluer. Aujourd'hui, de dire à un technicien de service après-vente qui n'a pas besoin de passer par son patron et le patron pour aller parler au technicien du client, mais qui peut le faire en direct, l'organisation en elle-même n'a pas changé, la mission qui est donnée au technicien a changé. Et ça, c'est très important. Dire que c'est facile, non, comme tout changement, ça prend du temps, ça demande de l'énergie. Enfin, il est clair que ce que particulièrement les jeunes viennent chercher dans leur emploi, ils demandent de l'autonomie, ils demandent de la responsabilité, ils demandent du sens. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour donner du sens à son travail que de parler à son client, de partager ses joies et ses peines, et ses succès et ses échecs. Donc l'organisation, je ne sais pas si elle change, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup d'entreprises libérées, d'organisations aplaties, pourquoi pas? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on n'a pas besoin de changer l'organisation de l'entreprise pour en changer l'esprit managérial. Donc finalement, c'est plus le besoin de flexibilité du client qui crée cette multiplicité de points de contact que vous citiez tout à l'heure, plutôt que vraiment la structure managériale de l'entreprise complète. Absolument. De toute façon, avec un certain décalage, avec un certain hystérésis, tout est originé par notre comportement à nous comme consommateurs. Et nous sommes versatiles, et nous suivons des modes, et nous changeons d'âge, nous n'avons pas le même comportement la semaine, le week-end, les vacances, nous sommes très divers comme consommateurs, et cette diversité de besoins, de toute façon, finira par percoler dans toutes les chaînes de l'industrie. Je vais quand même poser la question du comment, malgré tout, parce que finalement, cette nouvelle organisation transforme les métiers. On parlait de ces nouveaux points de contact qui sont opérés par différentes personnes de l'entreprise, donc ça veut dire quand même qu'il y a un besoin d'accompagner cette transformation. Comment vous le sentez, vous, dans votre entreprise, cette transformation des métiers? La transformation suit une orientation managériale, suit une stratégie. La transformation est au service d'une vision. Au service d'une vision. Assurer que le client est au cœur de notre organisation et assumer et assurer que les femmes et les hommes qui travaillent dans l'organisation sont en charge de leur propre mission, c'est une vision qui permet derrière d'avancer pas à pas dans cette direction. Donc finalement, l'humain s'adapte et est capable de prendre en main ces mutations si on n'est pas dans une logique de rupture finalement. Bien sûr.
bien sûr, mais faites rentrer un jeune de 20 à 25 ans dans l'entreprise aujourd'hui, en lui expliquant que vous passez encore vos commandes par fax, ou dites-lui de passer un téléx pour communiquer avec un client, Oui. vous aurez du mal à le retenir. Oui, clairement. Donc cette demande qui vient de nous, consommateurs, de nous comme êtres humains, elle s'impose dans les organisations industrielles, dans les modes managériaux, dans les outils qu'on va utiliser. Est-ce que ça remixe ou ça change un peu l'usage entre le senior et le junior? Vous parlez des nouvelles générations qui arrivent dans les entreprises industrielles. On sait que l'industrie a fait un travail pour, je dirais, attirer à nouveau des talents, parce que l'image était, dans les années, on va dire, 2000, n'était pas très bonne. Là, toutes ces nouvelles technologies réattirent des talents. Est-ce que, du coup, ces nouveaux talents font changer ce rapport entre guillemets, les anciens et ces nouvelles générations digitalisées? Oui, j'ai un peu de mal à imaginer un chef d'entreprise qui se coupe de la réalité sociétale. Les vieux ont toujours été des vieux, les jeunes ont toujours été des jeunes, il y a toujours eu une incompréhension entre les deux. Ça ne s'arrêtera jamais autant que le monde sera monde. Prendre en compte les aspirations des jeunes générations, on peut dire que c'est un sujet moral, on peut dire que c'est un sujet éthique, ça l'est certainement, mais c'est une question de survie pour une entreprise. Donc oui, forcément, les jeunes, l'appétence des jeunes, oui, plus précisément, les demandes, les aspirations des jeunes impactent l'organisation et le mode managérial de l'entreprise, et il se trouve que le digital en fait partie, donc il faut le prendre en compte. Mais il faudrait être fou pour se couper des emplois et de ce qui sera la richesse de l'entreprise de demain. Donc oui, on prend en compte l'évolution sociétale, et oui, l'évolution sociétale porte une appétence sur le digital, donc ça impacte l'entreprise. Merci beaucoup Olivier Sergent pour votre témoignage, votre expertise et cette capacité, cette emphase dans la passion que vous avez sur l'industrie 4.0. Peut-être un mot pour conclure, ou un souhait par exemple par rapport à cette approche de l'industrie 4.0. Si l'industrie 4.0 pouvait attirer et redorer le blason de l'industrie en général, rien que pour ça, ce serait un énorme succès. Merci beaucoup, très bien, très clair. C'était notre premier numéro de Génération Industrie 4.0 avec notre parrain du programme, Monsieur Olivier Sergent, le président de Mécaterm et de ABI. Je vous remercie beaucoup, je suis très honoré d'être le parrain de cette belle initiative.